Adesso ci parlerà sulla rivoluzione digitale nello studio del riflesso cervico-oculare il professor Pierre Miniconi di Carpentras. Bonjour, je suis très honoré d'être parmi vous et je remercie Jean-Pierre Omneri de m'avoir invité. Je vais vous présenter une communication qui sera en italien. Vous me pardonnerez, j'essaierai de parler italien très doucement. Ce sera difficile. Quand je n'y arriverai pas, je passerai au français. Je vais vous présenter le VCOR, qui est le test vestibulo-cervico-ocular réflexe. On rajoute le cervico dans les tests classiques que vous connaissez tous, le VOR, le VCOR, le VVOR. Alors la présentation sera en deux parties. La première partie, c'est un test clinique très simple que l'on fait lors de l'examen autoneurologique du patient. Et la deuxième partie, ce sera sur un nouveau logiciel développé par la société Framiral qui va permettre d'enregistrer le gain donc des réflexes VCOR. Alors le test clinique très simple sous VNS, le vestibulo-cervico-ocular réflexe, qui est une stimulation vestibulaire et proprioceptive cervicale, et vous verrez l'intérêt de connaître un petit peu mieux, je ne dis pas que c'est parfait, mais on commence à mieux connaître maintenant les afférences cervicales au niveau vestibulaire, au cours des mouvements naturels de la tête. Ce test va permettre d'explorer les 6 canaux semi-circulaires aux basses et moyennes fréquences ou vitesses, pendant les mouvements de la tête, qui peuvent être passifs ou actifs, dans 3 plans, horizontal, sagittal, frontal. Dans le plan horizontal, on interroge les canaux latéraux et la proprioception cervicale. Dans le plan sagittal, en flexion, on stimule les 2 canaux antérieurs, en extension, les 2 canaux postérieurs et les afférences cervicales. Et dans le plan frontal, l'inclinaison de la tête à droite stimule les 2 canaux verticaux, l'antérieur et le postérieur quand on incline la tête à droite et les canaux verticaux gauche quand on incline à gauche. Chez le sujet normal, c'est très important ceci, c'est fondamental, vous verrez pourquoi après. Au cours d'un mouvement de la tête ou du corps, il n'y a pas de phase rapide ou peu de phases rapides. On va observer des phases lentes. Et c'est une hypothèse qu'au cours de la marche, au cours des mouvements naturels, il n'y a pratiquement pas de phase rapide. Et vous verrez que le gain, à ce moment-là, du VOR et du VCOR sans phase rapide est complètement différent du gain que l'on observait lors des mouvements au fauteuil rotatoire. Voilà, par exemple, on voit bien un mouvement de la tête. Dans le plan horizontal, on voit bien que des phases lentes. Dans le plan sagittal, vous voyez qu'il y a une phase lente en sens inverse du mouvement de la tête, sans phase rapide. Dans le plan frontal, l'inclinaison va provoquer un nystagmus torsionnel uniquement, sans phase rapide, parce qu'elle s'oppose. Chez le sujet normal, dans le plan horizontal, la phase lente horizontale est en sens inverse du mouvement de la tête, ça c'est classique. Dans le plan sagittal, la flexion stimule les 2 canaux antérieurs et on a une phase lente verticale en sens inverse, vers le haut. Et lorsqu'on fait une extension de la tête, on n'a qu'une phase lente verticale vers le bas, sans phase rapide. Et ce qui est important, c'est que les phases torsionnelles, puisque quand on stimule des antérieurs ou un postérieur, vous savez que le nystagmus se compose d'une phase rapide et d'une phase lente. Quand c'est des mouvements naturels de la tête et du corps, il n'y a pas de phase rapide et les phases torsionnelles pour les verticaux s'opposent. Dans le plan frontal, l'inclinaison, c'est ce que je vous ai dit, stimule les 2 canaux verticaux du même côté. On a une torsionnelle horaire quand on incline à droite et inversement, un torsionnel anti-horaire quand on incline à gauche. Les composantes verticales du nystagmus s'annulent parce qu'elles sont opposées. Chez un sujet pathologique, on prend un déficit vestibulaire unilatéral aigu
harmonieux, puisque c'est maintenant un peu la définition à la place d'une névrite. On aura bien sûr, lors de l'examen clinique, un HIT, un test de Almaghi positif, un nystagmus spontané, et le VCOR va permettre, en complément des autres tests cliniques que l'on fera après, de permettre de faire un diagnostic topographique. Grâce à l'analyse des canaux verticaux, est-ce que la lésion est du contingent supérieur, où on touche le canal latéral et le canal antérieur, une névrite du contingent inférieur avec que le canal postérieur, et une névrite complète avec les 3 canaux. On prend un exemple d'une névrite droite, du contingent supérieur. On étudie au VCOR et on voit dans le plan horizontal, en rotation de la tête à droite, on a une abolition du nystagmus spontané. Ça, c'est très important, vous allez le voir tout à l'heure. Et la rotation de la tête à gauche, donc du côté opposé, augmente le nystagmus. En flexion, on aura un nystagmus inférieur et torsionnel horaire qui correspond au déficit du canal antérieur droit, puisqu'il s'agit d'une névrite du contingent supérieur. En extension, le canal postérieur n'est pas touché, puisque c'est une névrite du contingent supérieur. On n'aura pas de composante torsionnelle lors de l'extension. On n'aura qu'une, puisque l'intégrité des 2 postérieurs. Voilà un exemple d'une névrite à J+2 ou J+3, névrite aiguë. Oui, on voit très bien le nystagmus gauche. On peut éteindre la lumière, la light. On tourne donc à droite, aucun nystagmus fractionnel. On tourne à gauche, et à droite, on annule le nystagmus spontané. Et je vous le dis maintenant, c'est probablement les composantes proprioceptives cervicales qui sont capables d'annuler le nystagmus en rotation du côté de la névrite. Pas qu'un nystagmus vertical réactionnel. En baissant flexion, on a un torsionnel correspondant à l'atteinte de l'antérieur. Dû au déficit antérieur. En cas de vertige aigu, ça c'est très important, avec un nystagmus spontané sans signe auditif, ce test va permettre éventuellement, bien sûr, avec d'autres tests plus tard, de faire le diagnostic différentiel clinique entre une névrite ou un déficit aigu et un hydrops. Un exemple, on a un nystagmus spontané droit. En cas de névrite gauche, la rotation de la tête à gauche annule le spontané et augmente le nystagmus spontané du côté opposé. Par contre, si c'est un hydrops, on n'a pas d'annulation du nystagmus. Le nystagmus spontané persiste dans les 2 sens de rotation. Voilà, crise de vertige en début d'après-midi avec vomissement, pas de plénitude d'oreille, un petit peu d'acouphène droit. Et on voit un nystagmus droit, spontané. On va faire le VCOR. Voilà la rotation de la tête. En tournant à gauche, les yeux bien ouverts, en tournant à gauche. On n'annule pas le nystagmus. Regardez, dans les 2 sens, Rotation droite, le nystagmus rotation gauche, persiste. On voit qu'on a un nystagmus gauche normal, fait un VOR normal. Ce simple test permet de dire ce n'est pas une névrite. Ce n'est pas une névrite, ce n'est pas un déficit aigu. Ah, voilà. Un autre exemple. HIT positif. Alors, on ouvre bien. Ouais. Nystagmus droit. Regardez au milieu. Est-ce que c'est une névrite gauche? On va tourner à gauche. Et on tourne à gauche. À gauche. Abolition, vous voyez le torsionnel qui indique l'atteinte de l'antérieur. Voilà. On voit très très bien. Voilà. Donc nystagmus déficitaire. Rotation du côté de la névrite, il n'y a pas de nystagmus. On voit si, il n'y a pas de composante horizontale. Persiste la composante torsionnelle. Voilà un autre exemple d'un hydrops, pour bien que vous puissiez voir la différence. Un spontané dans gauche, sans signe auditif. Alors, on va faire le VCOR. À droite. Est-ce que c'est une névrite gauche ou un hydrops droit? Regardez, il n'y a pas de déficit. On n'annule pas le nystagmus. Le nystagmus persiste dans les 2 sens. Sujet pathologique. Donc, le VCOR va permettre de mettre en évidence cliniquement, c'est le 2e cas, une aréflexie des 6 canaux. Jusqu'à maintenant,
avec les tests classiques caloriques et cinétiques, on ne connaissait pas bien, avant le VHIT, on ne connaissait pas bien les canaux verticaux. Eh bien, avec ce simple test, vous allez pouvoir faire un diagnostic très rapidement au cours de l'examen otoneurologique et de faire un diagnostic d'une aréflexie des 6 canaux qui est assez fréquente maintenant chez les opérés du cœur en chirurgie cardiaque, à qui on donne des aminosides, la gentamicine, et qui a une action iatrogène très importante. Et on trouve maintenant aussi dans le CANVAS, je ne sais pas si vous le connaissez, qui associe une atrophie cérébelleuse, une aréflexie des 6 canaux et une anesthésie, si vous voulez, sensitive et proprioceptive. Et elle peut également mettre en évidence un déficit des seuls canaux latéraux, le VHIT bien sûr haute vitesse, mais ce test explore les basses et les moyennes vitesses ou fréquences, et on verra, quand vous avez un déficit des seuls canaux latéraux avec une intégrité des canaux verticaux, pensez à une atteinte cérébelleuse, et en particulier le Gaillet-Wernicke, qui est un déficit en vitamine B1. Voilà un exemple. Donc, 3 semaines de gentaline après chirurgie cardiaque, et donc instabilité, bien sûr, en sortant de la clinique. Et donc en VCOR, les yeux bien ouverts, en VCOR, dans le plan horizontal, pour les canaux latéraux. Vous voyez qu'il n'y a rien. À très basse vitesse. Pas de réponse, vitesse, pas de phase lente, rien. Il n'y a pratiquement aucun nystagmus réactionnel, donc plus de Mais ça, on le voit au fauteuil au VOR. Mais le VCOR va permettre... On fait dans le plan sagittal, qui dans le plan explore les 2 sagittal. canaux antérieurs quand on fait Voilà, une flexion, ça c'est important. il y a rien. Cliniquement, Que du nystagmus vertical, pas de torsionnel. une aréflexie des verticaux. En 2 minutes, vous avez un diagnostic d'aréflexie des 6 canaux semi-circulaires iatrogènes. Le VOR va permettre de mettre en évidence aussi, ça c'est le seul test qui permet de mettre en évidence un déficit des canaux postérieurs aux basses vitesses. Maintenant, avec le VHIT, c'est très facile, on voit tout de suite les déficits, mais aux hautes vitesses. Et là, ce test est le seul à montrer un déficit aux basses vitesses. Voilà un patient qui se plaignait d'instabilité depuis des mois. Au VHIT, il n'y avait pas grand-chose, vous verrez tout à l'heure. Il avait déjà un petit spontané, et vous voyez qu'il n'y a pas de phase lente, il y a une sorte d'irritabilité vestibulaire. On n'arrive pas à avoir des belles phases lentes comme on a d'habitude. Et voilà, regardez bien, en flexion c'est normal, et en extension, en flexion, on a bien un nystagmus. Extension, il n'y a rien. En extension, il n'y a presque rien. Aréflexie des 2 canaux postérieurs aux basses et moyennes vitesses. On voit bien là. Hein. Flexion, extension, flexion. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc vous avez vu quand même l'intérêt de ce test clinique très simple à effectuer, que vous pouvez tous faire sous vidéo nystagmoscopie maintenant, et qui va être d'un intérêt capital pour le diagnostic topographique, diagnostic étiologique bien sûr. Alors, avec la société Framiral, on a développé un logiciel qui va permettre maintenant, qu'on a appelé le VNG VCOR, puisqu'on va rajouter les tests VCOR aux tests VOR, et le senseur, le capteur est placé sur la tête, il n'est pas placé sous le fauteuil. Et va permettre de calculer donc le gain du VOR pendant les mouvements naturels de la tête et du corps, en horizontal, mais surtout en vertical, et explorer ainsi les canaux verticaux aux fréquences ou aux vitesses moyennes. Alors, ce logiciel permet de faire toutes les épreuves classiques qu'on faisait jusqu'à maintenant, VVOR, IFO, VOR, COR, des épreuves caloriques, mais surtout il va permettre d'effectuer donc le VCOR dans l'obscurité et le VCOR à la lumière. On rajoute le visuo vestibulo-cervico-cal réflexe. On peut le faire assis, en passif, en actif. On peut le faire debout. Et ça, c'est son originalité, vous verrez, en passif et en actif, avec des mouvements sinusoïdaux, de grands mouvements qu'on appelle des saccades de tête, dans tous les plans, horizontal, vertical. Et on aura, bien sûr, le VVOR, le VOR, debout. Et ça, c'est son originalité aussi, en vertical et en horizontal et en vertical. On aura donc les canaux verticaux en vertical, ce que le fauteuil ne pouvait pas faire. Voilà, Plus vite. voilà le capteur sur la tête. Plus vite.
On est sous VNS, vous voyez. Vertical. Voilà, en vertical, Très en bien. VCOR. Hop, tu tournes tout le corps. Voilà, un VOR actif debout, Plus vite. actif, qui n'est plus passif. Et donc là, on fait intervenir la somesthésie. C'est très important pour plus tard. Voilà en vertical. Top. Tu bloques la tête. Alors, que nous donne ce logiciel? Je vais vous montrer les tracés pendant les mouvements de la tête. On peut avoir le tracé physiologique de l'œil ou le tracé inversé, comme on fait normalement, sur tous les tracés classiques de VNG. Voilà le tracé physiologique. Là, en rouge, c'est le mouvement de la tête. Et en vert, c'est le mouvement de l'œil. Et bien sûr, on peut inverser le tracé et le rendre pour voir les gains. Et ceci, c'est un VCOR. Regardez, ça n'est pas une cumulée, c'est la trace directe. Il n'y a pas de phase rapide. Regardez, aucune phase rapide, que des phases lentes. C'est la trace directe. Et vous avez le gain qui est calculé instantanément du VCOR en vertical, en horizontal. Voilà le vertical. Dans l'obscurité, que ce soit en passif ou en actif, retenez le gain VCOR. Donc, quand on rajoute la composante proprioceptive cervicale, le gain est à 1. Dans l'obscurité, vous avez un gain de 1, sans vision. Voilà le rapport que l'on peut avoir. Donc, un VVOR classique au fauteuil, à la lumière, avec les gains 0,9, 0,9. Un VOR assis passif classique, regardez le gain 0,23, 0,20. Et voilà le VCOR de ce sujet, assis, en passif, dans l'obscurité, 1, 1, 1, 0,6, 1, 0,4, donc 1 et 1. Vous voyez que par rapport au VOR, où il y a des phases rapides, 0,23, on a une très nette amélioration du gain grâce à la proprioception cervicale. Voilà, on peut revoir tous les tracés effectués. Voilà, ça c'est un review. Vous voyez qu'il n'y a pas de phase rapide et c'est le tracé direct. Regardez. Alors, quelques remarques fondamentales que ce nouveau logiciel a permis de faire. La modification du gain, du VOR ou du VCOR, en présence ou en absence de phase rapide au cours de mouvements rotatoires, en fonction de l'amplitude du mouvement du corps ou de la tête. Si vous faites ceci, vous n'aurez que des phases lentes. Si vous faites ceci, vous aurez bien sûr un nystagmus physiologique avec des phases rapides. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'étudier seulement les phases lentes pour des amplitudes de moyenne amplitude, des amplitudes pas trop importantes. Voilà par exemple le même sujet, vous faites des amplitudes comme ceci. Il n'y a pas de phase rapide. Regardez comme on voit bien. C'est un VOR debout, ça. Hein. Ce n'est pas un VCOR. Hein. Il n'y a pas de torsion du cou. Voilà. Le sujet tourne le corps et la tête, le cou bloqué. Gain 0,8. Et regardez quand on fait des grandes amplitudes, comme au fauteuil, le gain s'effondre. Vous voyez la différence 0,8, 0,5. Donc la présence de phase rapide fait chuter, diminue le gain du VOR. Et ça, c'est fondamental. Ça n'avait jamais été dit jusque maintenant. Un autre exemple, le gain avec que des phases lentes, donc c'est la trace directe, hein, ça n'est pas une cumulée. Phase directe, 0,8. Et ici, avec des grandes amplitudes et l'apparition de phases rapides, donc un nystagmus que l'on connaissait classique, le gain retombe à 0,5. Un autre exemple, voilà un VCOR d'un sujet qui est assis, actif. On a un gain 1,33, 1,27. Et quand on fait des grandes amplitudes, avec le cou, le gain tombe à 0,4, en gros. Donc, que ce soit en VOR, que ce soit en VCOR, debout, assis, vertical ou horizontal, la présence des phases rapides d'un nystagmus réactionnel que l'on étudié jusqu'à maintenant pour des grandes amplitudes du fauteuil, eh bien, la présence de phases rapides fait tomber le gain. Et donc, probablement qu'en faisant que des mouvements pas très amples, que ce VCOR avec que des phases lentes serait le gain réel du VOR, enfin du vestibule et du proprioception cervicale.
Alors, cette modification du gain est très importante en fonction de la présence ou de l'absence de phase rapide. J'ai mis importance fondamentale. Parce que dans la VNG classique, quand la personne est assise sur un fauteuil et que l'on fait des rotations, on a, jusqu'à maintenant, c'est classique, le gain entre 0,3 et 0,5, et on pensait que c'était le gain normal du vestibule, du canal latéral. Eh bien non, parce que si on arrive à faire des mouvements moins amples sur un fauteuil, on arrive à un gain de 0,6. Donc le gain réel du canal serait beaucoup plus 0,6 que ce qu'on croyait jusqu'à maintenant. Et quand on fait un VOR debout, sur pied, où on fait intervenir la somesthésie, il n'y a pas que le fauteuil, il n'y a pas que le vestibule, le cou est bloqué, mais le corps tourne. Eh bien, l'apport de la somesthésie, elle serait de 0,2 par rapport à 0,6. Voilà un exemple, quelqu'un, un sujet qui est debout, en actif, il fait un VOR, dans l'obscurité. Hein. Voilà, avec des amplitudes pas très grandes, on a un gain de autour de 0,8, 0,75, 0,78. Et quand on fait un mouvement plus ample, le gain chute à 0,36. Alors, dans l'obscurité, assis, passif, sans phase rapide, on peut dire que le gain du canal vestibulaire canalaire serait de 0,6. Alors que quand on fait un VCOR, on obtient systématiquement chez les gens normaux, en horizontal et en vertical, un gain de 1. Ce qui voudrait dire que probablement la proprioception cervicale, au cours des mouvements naturels de la tête, serait de 0,4 en permanence et qu'il n'y aurait pas qu'une stimulation vestibulaire et visuelle au cours de la marche, qu'il y a en permanence une des afférences proprioceptives cervicales qui permettent, si vous voulez, d'avoir dans l'obscurité ce gain de 1. On pourrait presque dire qu'à la lumière, quelqu'un qui marche, sa vision ne va pas lui servir pour son équilibre. Elle va être en anticipation, elle va regarder les obstacles, observer les obstacles, et qu'une fois qu'on arrive sur l'obstacle, la vision est déjà plus loin, et que quand il arrive sur l'obstacle, c'est toute sa proprioception et son vestibule qui va permettre d'avoir un équilibre normal, dynamique. Voilà par exemple, regardez les amplitudes chez une jeune, sans phase rapide, que l'on peut faire. Ce sont des amplitudes de mouvement naturel de la tête. En vertical, regardez, aucune phase rapide. Voilà un VCOR sans phase rapide normale. Alors, ce nouveau VLG-VCOR va permettre de mettre en évidence, chez le sujet normal, dans l'obscurité, au cours des mouvements naturels de la tête, pendant la marche, que sans phase lente, il y a une participation proprioceptive somesthésique, mais surtout proprioceptive cervicale, essentielle, et qui permet d'avoir cet équilibre dynamique de si belle qualité. Alors, il sera possible, grâce à ces tests, d'évaluer maintenant, mais c'est avec prudence que je vous le dis, certaines pathologies cervicales avec des vestibules normaux après un traumatisme, un whiplash, chez des accidentés, des traumatisés. Chez ces patients qui se plaignent d'instabilité persistante alors que tous nos tests vestibulaires sont normaux. Eh bien, ce test va permettre éventuellement de mettre en évidence une participation cervicale à sa symptomatologie. Voilà un patient qui est venu pour une instabilité post-traumatique qui durait depuis des mois. Voilà là, c'est un VOR debout actif. Ah, vous voyez que son VOR debout actif, il est à 0,7, 0,78, donc autour de 0,8, ce qui est normal, sans participation cervicale. Par contre, quand on lui fait un VCOR avec la participation du cou cervical, on n'augmente pas son gain. Et donc l'hypothèse, ce serait que ce patient, qui n'a pas, parce qu'on lui a fait toutes les explorations vestibulaires, sont toutes normales, ce patient aurait une étiologie proprioceptive cervicale post-traumatique à son instabilité. Vous voyez, le VHIT, bon, tous les tests sont normaux. Hein. Un VOR debout dans l'obscurité 0,8, et il est le même, donc le cervical n'a pas augmenté le gain. Donc il y a une sorte d'inhibition de sa proprioception cervicale.
Alors, le VOR va permettre d'évaluer la compensation cervicale en cas de névrite. Alors ça, vous verrez, c'est très intéressant. Type une inclinaison de tête à gauche. Je vous remontre un patient. Névrite très importante, hein, puisqu'il avait une atteinte utriculaire. On tourne à gauche. Voilà, on voit très bien. Hein. Laissez les yeux un peu à droite. Il tourne à droite, on augmente le nystagmus. On augmente la fréquence du nystagmus. Il tourne à gauche, on arrête. On tourne à gauche, on la ralentit. Il avait un nystagmus spontané de 19 degrés secondes. Je l'ai vu à J+1, le lendemain de son vertige aigu. Voilà. Alors ça, c'est un autre test que je vous montrerai une prochaine fois. C'est un test utriculospinal qui permet de montrer que l'utricule est touché. Voilà. En tournant du côté de la névrite. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est une erreur, excusez-moi. Alors voilà le nystagmus spontané de ce sujet à J+1, un spontané droit de 19 degrés secondes. C'est beaucoup, hein? Voilà les tests effectués le premier jour, le lendemain de sa névrite. Un VOR au fauteuil classique. Eh bien, regardez, quand on fait tourner le sujet sur un fauteuil, classiquement, dans le noir, il n'y a aucune disparition du nystagmus quand on le tourne à gauche. Il a une névrite gauche. Voilà, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Quand il tourne à gauche, il y a toujours ce nystagmus spontané et qui s'accélère, bien sûr, quand on tourne à droite. Alors que vous avez vu en VCOR, quand c'est le cou qui tourne, regardez bien, quand on tourne à gauche, il n'y a plus de nystagmus. Ce qui voudrait dire, quand on compare les deux courbes, que la proprioception cervicale serait capable d'inhiber tout de suite, le lendemain d'une névrite, et peut-être probablement le jour même, tout de suite, elle inhibe le spontané. Alors que quand on le fait tourner au fauteuil, le spontané persiste. Et ça, on le retrouve systématiquement dans toutes les névrites que l'on a explorées depuis 2 ans. Ça, c'est le même sujet, 10 jours après une rééducation, bien sûr. Hein. Voilà son VOR. On voit que maintenant, quand on tourne à gauche du côté de la névrite sinistra, il y a une réapparition du nystagmus gauche. Donc, il y a une compensation incomplète, mais il y a un début de compensation. Par contre, à J+10, après rééducation intensive, quand on voit le VCOR, regardez bien, des deux côtés, c'est symétrique. À gauche et à droite, vous avez un gain de 1. Ce qui veut dire que le premier jour, le lendemain de la phase aiguë, la proprioception cervicale est capable d'inhiber déjà le spontané et que quelques jours après, avec rééducation bien sûr, les composantes proprioceptives cervicales normalisent complètement. Et ce sujet n'avait plus d'instabilité. Alors que quand on le fait tourner au fauteuil, on voit qu'il y a une prépondérance droite, bien sûr, par déficit gauche. Eh bien, le VOR, le VCOR ici, il est absolument symétrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce que je vous dis là. C'est fondamental pour la rééducation. Parce que si au 10e jour, on voit qu'on a un VCOR asymétrique, on téléphone au kinésithérapeute en disant « il faut que tu fasses un petit peu plus de rééducation avec le cou ». Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Alors, le VCOR va permettre de mettre en évidence, bien sûr, la proprioception. Ah. Voilà. Oh, la flûte. Voilà. Et de montrer, au fur et à mesure de la compensation, quelle est l'importance de cette proprioception cervicale. Et elle permet de le montrer au niveau des 6 canaux. C'est ça qui est très important aussi. Jusqu'à maintenant, on n'avait que les canaux latéraux. Voilà par exemple... Donc, 3 semaines de Gentaline après chirurgie cardiaque. C'est le même sujet que tout à l'heure. Je l'ai vu à sa sortie de clinique, après son opération. Il est resté 1 mois. Donc en VCOR. Et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a aucune compensation cervicale. Aucune. À très basse vitesse. Il a été rééduqué de manière intensive, les kinés sont au courant maintenant, rééduqué, et 1 mois après, il a récupéré un VCOR normal. Enfin, pas normal, un VCOR 0,4-0,5, pardon. Que du nystagmus vertical. Voilà, donc ça, c'est non compensé.
Voilà un sujet Voilà, très encore. intéressant. Alors, on va l'arrêter 2 secondes. Voilà. Ce sujet que je vous montre, ce n'est pas celle-là. Hein. C'est une jeune femme que j'avais vue il y a 32 ans. Elle avait une méningite foudroyante. Elle est partie à Lyon en hélicoptère. Elle est restée 3 mois dans le coma. Ça a été... Enfin bon. Et elle a perdu complètement tous ses 2 vestibules. Elle avait une aréflexie complète, absolument complète. Elle a réappris à marcher pendant 3 mois ou 4 mois. Donc, elle avait 18 ans à l'époque. Je l'ai revue, elle avait 32 ans. Et je vais vous montrer maintenant son VCOR 18 ans après. Voilà, regardez bien. Ah, alors, on va le faire comme ça. Voilà, en VOR. Regardez en VOR classique, il n'y a rien. Aréflexie complète. Aucun nystagmus réactionnel. Ah, rien, d'accord. Alors le VOR, on ne peut pas le faire en vertical, hein, bien sûr, ce serait difficile. Hein. Et on va voir en VCOR. Lâchez. Et en VCOR, ouvrez bien les yeux. Regardez bien. Elle a récupéré une partie la proprioception cervicale. d'un nystagmus cervical. Et regardez bien, il n'y a pas que des phases lentes. C'est un nystagmus avec phase rapide. Quel âge vous aviez? Alors qu'elle devrait avoir que des phases lentes. Eh oui. Voilà, on voit très très bien. 31 ans, traité par Gentaline, donc aréflexie. Alors voilà, ça, cette patiente, je l'ai vue juste avant de venir, la veille de venir. C'est une patiente de 82 ans qui a été adressée parce qu'elle était très instable depuis des années, depuis très très longtemps. Et cette instabilité s'était aggravée ces derniers temps. À l'âge de 18 ans, un peu comme l'autre, mais ce n'est pas la même que l'autre. Hein. L'autre, quand je l'ai vue, elle avait 31 ans, elle 82 ans. À l'âge de 18 ans, elle a fait une méningite tuberculeuse traitée par streptomycine. Et elle a été hospitalisée, bien sûr, ça a duré 1 an pratiquement. Elle aussi, destruction complète de ses vestibules. Elle a réappris à marcher pendant 1 an, ça a été très long. Et les 2 cas que vous avez vus, ils ont une vie normale, sauf ils ne peuvent pas faire du vélo, parce que dès qu'ils tournent la tête en vélo, ils tombent. Et ils ne peuvent pas courir non plus en bougeant la tête. Ils ne peuvent pas courir et bouger la tête. Et donc, cette patiente est venue, l'examen clinique, on a trouvé une apalesthésie du pied droit, ça c'est important. On doit faire systématiquement la recherche de la palesthésie au niveau des pieds, avec des examens cérébraux normaux. Et l'examen vestibulaire clinique, donc un test d'un Magui très positif des 2 côtés qui montrait déjà qu'il y avait une aréflexie des canaux latéraux. Elle n'avait pas de spontané, rien. Et le VCOR montrait, si vous voulez, voilà. Et le VHIT, lui, montrait à haute et basse vitesse une aréflexie des 6 canaux. Je fais systématiquement des basses vitesses à 100 degrés secondes pour vérifier si la réflexie est complète. Au VNG VCOR, on avait au VVOR un gain diminué, le VOR gain 0, classique, et le VCOR horizontal et vertical, on avait un gain de 0,5 des 2 côtés, comme chez la jeune que vous avez vue. Ce qui veut dire qu'en cas d'aréflexie complète bilatérale, la proprioception cervicale est capable de donner un gain de 0,5, pas de 1, c'est pas possible, mais 0,5. Et jusqu'à maintenant, avec le test de Conroe, souvenez-vous, quand on fait le test de Conroe pour le corps, dans les aréflexies bilatérales, on trouve un gain de 0,2. Mais le test de Conroe n'est pas physiologique. Et donc, dans le VCOR physiologique, on pense que maintenant, les afférences cervicales sont capables de donner une réponse vestibulaire de 0,5, alors que le VOR est à 0. En conclusion, un déficit vestibulaire bilatéral complet, total, qui était parfaitement compensé chez cette dame, a commencé à se décomposer, était parfaitement compensé par la proprioception cervicale. Mais il s'est décompensé à cause de sa neuropathie, enfin de sa apalesthésie du pied droit. Voilà le cas de cette dame, voilà le VHIT à haute vitesse, 200 degrés seconde. Vous voyez la réflexie complète, il n'y a plus rien, hein, à 0, 0, 0, 0. 200 degrés seconde. À 100 degrés seconde, regardez, aréflexie, pareil, complète.
tout est détruit, que ce soit à 100, en rapide ou les VHIT lents. Voilà le VOR fait avec ce logiciel, un gain 0, regardez, il n'y a rien. Et regardez bien, le VCOR, le voilà, avec le coup, elle monte à 0,5. Donc, sa proprioception cervicale nous donne une compensation de 0,5, ce qui permet à ces gens de vivre normalement. Enfin, normalement. Ils ne peuvent pas faire de vélo, ils ne peuvent pas courir en bougeant la tête. Mais quand on les interroge, ils sont très contents du résultat, si vous voulez, de la rééducation intensive en cas de destruction vestibulaire bilatérale. Voilà à nouveau en vertical, regardez, le gain de 0,5, on voit très bien, vous voyez, en rouge la tête, en vert la réponse oculomotrice, et ça c'est purement du cervical. Voilà par exemple la synthèse que l'on a, le VOR gain 0, VCOR horizontal, VCOR vertical, 0,5, 0,5, ce qui veut dire que la proprioception cervicale nous donne un gain de 0,5. Alors, l'importance du VCOR dans le déficit des canaux verticaux. Jusqu'à maintenant, le VHIT, c'était le seul test qui permettait d'accéder aux canaux verticaux, mais à haute vitesse. Et là, on va pouvoir maintenant commencer à explorer les canaux verticaux aux basses et moyennes vitesses ou fréquentes. Ça, c'est un patient instable que je vous ai montré tout à l'heure, au cours de certains mouvements depuis des années, et il avait un déficit, si vous voulez, très discret au VHIT haute vitesse, et ce déficit se maintenait à basse vitesse. Alors vous savez que dans la presbyvestibulie, au VHIT, on trouve un déficit des canaux postérieurs à haute vitesse. Et quand on fait un VHIT à basse vitesse, à 100 degrés secondes, il n'y a pas de déficit au début de la presbyvestibulie. Et donc, ce test, vous allez voir. Voilà, on revoit ce patient que vous avez vu, hein, puisque en relevant la tête, il n'avait aucun nystagmus. Hein. On va le revoir pour bien fixer les choses, parce que c'est important. Alors c'est une atteinte centrale, hein, quand il y a les deux canaux postérieurs qui sont touchés à toutes les fréquences, c'est central, hein, c'est pas périphérique. Voilà, en remontant. En flexion, on a bien un nystagmus. Et en extension, il n'y a rien. Et voilà, alors voilà son VHIT haute vitesse, il avait un petit déficit à 0,7 et à basse vitesse, il aurait dû avoir un gain de 1. Quand vous faites un VHIT dans une presbyvestibulie, à basse vitesse, vous devez avoir un gain de 1. Il avait toujours un petit déficit, pas important, mais il y avait toujours un déficit. Et ça doit alerter. Et voilà l'enregistrement. Là, vous êtes en flexion, c'est les canaux verticaux en flexion, une réaction normale. Et regardez en extension, aucune réponse. Le gain en flexion des deux antérieurs, 0,67, et en extension, rien. Voilà, merci pour votre attention. Alors les questions, il faudra un traducteur, hein, parce que... Alors, grazie. On va vous faire un VCOR. È successo niente. Allora, no, ringraziamo il professore che di queste metodiche della ricerca del VCOR, infatti è uno dei problemi che noi cerchiamo adesso ancora, stiamo in fase di studio per vedere l'influenza del tratto del cervicale sul resto dell'apparato. Quindi se vi sono domande per poter chiarire, per avere chiarimenti oppure per poter presentare le proprie ricerche, prego, come estremamente interessante, anche come metodica abbastanza semplice anche. Prego, c'è Agus. Scusate della mia manifestazione, però la sedia se è andata dietro. Prego. Thank you. Which language you prefer, Italian or English? Because I can't speak French. Sorry. Español. Non è comprensivo. Italiano, meglio. Una domanda molto semplice e molto pratica. Io faccio usualmente
questi test in tutti i pazienti. Ho un problema. Yeah. Sì. L'unico problema che io osservo è che non so per quale motivo, sia alle basse frequenze sia alte frequenze di rotazione, lo stesso soggetto certe volte ha le fasi rapide e altre volte non ha le fasi rapide e non riesco a capire. C'è qualche trucco, c'è qualche motivo attraverso il quale io posso stabilizzare la risposta oculare avendo soltanto le fasi lente, o è inevitabile che abbia le fasi rapide? Presque toujours fatigue l'examen, mais il observe parfois que le sujet In francese, sometimes only slow phases, sometimes slow phases. il n'observe pas de phase rapide. Parfois il y a des phases rapides. Alors, je pense que, souvenez-vous, le head-checking test, si on fait ce test à haute vitesse, mais avec des amplitudes pas importantes, chez quelqu'un de normal, il n'y a pas de phase rapide et les gains sont symétriques, à quelles que soient les vitesses. Mais vous, si vous notez à un moment donné à haute vitesse que vous avez des phases rapides et de l'autre côté, pas les mêmes phases, il y a peut-être une asymétrie canalaire, je ne sais pas. Mais il faudrait, est-ce que vous avez noté ça dans les hautes vitesses ou hautes fréquences ou dans les grandes amplitudes? Parce que c'est l'amplitude de la tête ou du corps qui va donner les phases rapides. Si vous faites ceci, il n'y a aucune phase rapide chez quelqu'un de normal. Et pareil en vertical. Quelle que soit la fréquence, vous pouvez monter jusqu'à 4 Hz ou 5 Hz. Mais si vous augmentez d'un côté, sans faire exprès, l'amplitude, peut-être que vous allez déclencher un côté des phases rapides et l'autre non. Et le gain sera symétrique. On ne peut comparer les gains que s'il y a que des phases lentes des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Grazie. Difficile. Vi sono altre domande? Succa. Nessun altro? Quindi ancora Luigi. Sì. Il paziente con lesione bilaterale solo dei posteriori, dei canali posteriori, cosa aveva? Perché aveva la lesione selettiva dei due canali posteriori? On a fait des IRM ou RMN sélectives, on n'a rien trouvé, mais il a certainement une lésion centrale, parce que ça n'est pas possible, si vous voulez, d'avoir une lésion bilatérale à basse fréquence des deux canaux postérieurs symétriques, ça n'existe pas. Donc on pense, et regardez les travaux, si vous voulez, de Jean-Pierre Sauvage sur dans les atteintes cérébelleuses, on peut trouver, si vous voulez, des déficits comme ça. Et on commence maintenant avec Almaghi, qui a fait une publication importante, je vous en ai montré là un peu. Par exemple, au VHIT, on peut trouver des déficits des deux canaux latéraux d'étiologie centrale. Et maintenant, on se demande si, même dans les presbyes vestibuli, ce ne serait pas un déficit central et pas périphérique, les deux canaux postérieurs. Mais ce sujet n'a pas de déficit, il n'a pas de presbyes vestibuli. C'est autre chose, on n'a rien trouvé pour le moment, mais personnellement, le médecin généraliste, les neurologues, suivent ce patient pour essayer de voir un jour ce qu'on va trouver. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé. Mais c'est une lésion certainement, peut-être le complexe sacculo... au niveau du cervelet, l'archéocervelet, si vous voulez, qui régule l'archéocervelet. Excusez-moi, j'ai un trou. Floculonodulus, le lobe floculonodulus qui permet de gérer ces mouvements.
Et alors, ce que j'ai remarqué dans le cas du Gaillet-Wernicke, avec une atrophie cérébelleuse, qu'à l'examen, elle avait un gaz nystagmus, elle avait une poursuite oculaire complètement saccadée, et je me demande si l'altération cérébelleuse serait pas à l'origine du déficit que l'on trouve des deux canaux latéraux. Que ce serait peut-être ce déficit neurologique cérébelleux qui régule la poursuite oculaire et les mouvements de l'œil, saccade et poursuite, qui ne serait pas l'origine du déficit que l'on trouve au VHIT. Ou quand on fait un mouvement de tête, le vestibule envoie l'information au centre qui passe par le cervelet, et le cervelet n'est incapable de produire une phase lente, rapide, en sens inverse. C'est une hypothèse. Hein. Ok, l'ultima domanda, chi? La dottoressa. Ça allait, c'est bien. Ah, merci. C'est nouveau. Je voudrais savoir si vous avez une Merci. une déficit vestibulaire bilatérale. Quel type de réhabilitation vestibulaire vous faites? Alors. Et s'il y a une différence, une dépendance de problèmes cervicaux? Alors, question très intéressante. Les kinésithérapeutes dans ma région sont tous formés, connaissent tous cette proprioception cervicale, ils sont passionnés, et on ne fait plus de rééducation au fauteuil, on ne fait plus de rééducation optocinétique, on fait une rééducation vestibulo-spinale intensive. Dans le plan des 6, je crois que je l'avais présenté l'an dernier, dans le plan des 6 canaux semi-circulaires, donc on mobilise toute la somesthésie au maximum, on essaye de connecter ce qui reste de capteurs somesthésiques, dont la proprioception bien sûr, mais pas que seulement cervicale, toute la somesthésie du corps pour essayer de compenser. Et là, je vous ai montré qu'en faisant un VOR debout, on obtient un gain de 0,8 dans l'obscurité chez les sujets normaux. Eh bien, on pense que le 0,8 par rapport au 0,6 sur un fauteuil avec des basses amplitudes, le 0,2 serait la somesthésie, si vous voulez, et qui permettrait, en cas de rééducation chez ces sujets aréflexiques, d'améliorer les résultats en stimulant au maximum tout ce qui reste par rapport à tout ce qu'on faisait comme test avant. Donc, ils ne font plus de fauteuil, plus d'optocinétique, et ils stimulent au maximum la somesthésie. En gros. Et ça donne des résultats qui sont... Et les gens que vous voyez avec des névrites à J+1, au premier jour, ils font au cabinet, quand je les vois, tout de suite, ils se mettent debout, ils tiennent une chaise et ils commencent des mouvements avec la tête et le cou. Et ils s'en vont, un quart d'heure après, ils ne vomissent plus et ils arrivent à marcher, en réveillant déjà. La proprioception somesthésique ne demande qu'à être réveillée et à compenser. Mais il faut qu'on la bouge, qu'on l'utilise. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a un vertige aigu, un déficit vestibulaire aigu unilatéral, une névrite? Souvent, on le laisse au lit un jour, on lui met pour ne pas vomir, des calmants, ainsi de suite. Alors que si on le bouge tout de suite, le premier jour, même en vomissant, il faut le bouger. Et après, il va faire des mouvements toute la journée chez lui, avec le kiné qui lui montre, bien sûr. Et à ce moment-là, le résultat, en quelques jours, il peut... En général, une névrite, comme vous voyez, ils vont travailler au 8e jour. 8 jours après, 2 jours après, ils marchent normalement. Ils ont encore un peu d'oscillopsie, mais qui disparaît très vite. Et ils compensent très, très rapidement grâce à la proprioception. Et après, bien sûr, au niveau des noyaux vestibulaires, bien sûr. Mais vous avez vu, là, au VOR, dans une névrite, que même à 10 jours, il y avait encore une asymétrie au fauteuil. Il y avait une prépondérance encore, alors qu'en VCOR, il n'y a plus de prépondérance très, très rapidement. Et c'est bien de montrer l'intérêt de la proprioception cervicale et somesthésie de tout le corps dans ces déficits ou dans les névrites, déficits aigus ou les déficits bilatéraux. Oui. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la rééducation vestibulo-spinale. Elle est sur Internet. Vous mettez YouTube et vous mettez mon nom et vous trouvez tous les mouvements. Grazie. L'ultima domanda, Pierre, professeur alors, Neri. vous devez donner moi un numéro.
Combien doit être la variation en amplitude Pour le VCOR, pour le VCR? vous avez vu Un numéro, si vous est possible. chez les sujets jeunes, ça dépend de l'âge. Vous l'avez tous remarqué aussi, quand vous faites un VOR dans l'obscurité au fauteuil, vous avez chez les sujets jeunes peu de fréquence de nystagmus. Et plus la personne vieillit, plus la fréquence du nystagmus augmente. Eh bien, ça va être un peu pareil pour le VCOR. Quand on fait des mouvements de cou, chez les sujets jeunes, ils peuvent faire des amplitudes, vous l'avez vu, très importantes, sans avoir de phase rapide, en verticale horizontale. Et au fur et à mesure de l'âge, l'amplitude qui va générer que des phases lentes diminue. L'amplitude sans les phases rapides. Oui, l'amplitude sans les phases rapides. Ça, je ne l'ai jamais calculé, mais vous allez le voir, vous, avec l'amplitude. Parce que le logiciel mesure l'amplitude. Hein. D'accord. Bon, si vous voulez, moi je le fais, je fais mon test tout le temps pour montrer. Sans phase rapide, voilà. Merci, professeur. Là, je n'ai pas de phase rapide. Alors, merci au professeur Pier Miniconi, un applauso.